et Khalil Jorej, qui sont donc deux artistes formidables qui interrogent la fabrication des images et des représentations, la construction des imaginaires et l'écriture de l'histoire. Leurs œuvres créent des liens thématiques et formels entre la photographie, la vidéo, la performance, l'installation, la sculpture et le cinéma, qu'il s'agisse de documentaires ou de fiction. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, puisqu'il s'intéresse à la fois à la forme cinématographique fictive. Vous avez travaillé avec, par exemple, voilà, vous êtes connu aussi pour votre travail de cinéma, Memory Box, Je veux voir avec Catherine Deneuve, mais aussi pour votre travail artistique, notamment celui que vous aviez montré lorsque vous aviez remporté le prix Marcel Duchamp il y a 6 ans. Vous allez nous montrer un film parfaitement onirique qui est tout à fait dans cette, en fait, une continuation très intéressante de cette forme d'archéologie de l'inconnu qu'on a pu commencer à explorer avec David Wengrow en nous montrant le musée de Beyrouth et son histoire assez extraordinaire. Et Johanna, tu vas nous présenter en quelques mots le film que nous allons voir. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. On est très heureux d'être là. Je vais faire une petite transition avec la conférence qu'on vient d'entendre pour dire que à la fin, Skylar parlait du fait que d'une certaine façon, on ne contrôle pas. Et nous, en fait, on vit dans un lieu où on ne contrôle très peu les choses et on est très souvent forcé de se laisser guider par l'inattendu, d'y réagir, de le transformer. Et c'est un film assez court que vous allez voir et dont on parlera plutôt après, mais qu'on a tourné de façon aussi extrêmement inattendue au Musée national à Beyrouth au mois d'août 2022. Ça faisait déjà un mois que le Liban était pratiquement privé d'électricité et était dans le noir avec quelques heures à peine d'électricité. Et voilà, je vais vous laisser regarder cette visite et on en parlera après. Merci.
صار الزلزال لما قال لك السمك يبقى بالصح تتحكم يعني لازم تستعمل
C'est bien de prendre un petit temps de silence après ce film, parce qu'il y a quelque chose de tellement onirique dedans qu'on n'a pas envie de couper ce silence tout de suite. Khalil et Johanna, vous êtes... il y a plusieurs choses dont on va pouvoir parler, puisque c'est une réflexion qui est vraiment en fait sur ce qu'un musée antique permet de faire, comment est-ce qu'il permet de transmettre une histoire, comment est-ce que les personnes peuvent la réapproprier. Johanna, tu es revenue dessus tout à l'heure, mais comment vous êtes tombée sur cette situation ? En fait, on venait visiter le musée avec nos enfants et puis à la porte, le gardien nous dit rentrez si vous voulez, mais ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas d'électricité. Et en fait, on est rentré pour voir et on est tombé sur toutes ces personnes armées de leur téléphone en train de faire la visite comme si de rien n'était. Et là, ça nous a beaucoup impressionnés. Surtout qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait un changement déjà dans le rapport que ces personnes pouvaient entretenir avec le musée en général, qu'on voit maintenant, dès qu'on rentre, c'est une très grande salle. Et là, il y avait une découverte très différente de chaque pièce qui était là. Et bien sûr, il y a eu des artistes qui ont fait ça, qui ont travaillé comme ça. Mais là, c'était par la force des choses que ces personnes étaient obligées de faire cette visite. Et petit à petit, on a eu vraiment l'impression comme si ces objets commençaient à avoir une autre vie, une vie créée par ces ombres, par ces lumières aussi, mais aussi comme si il y avait quelque chose de science-fictionnel en fait dans cette visite. Et on a filmé comme ça avec nos téléphones, d'ailleurs, en majorité, ce film. C'est d'abord filmé avec vos téléphones, et ensuite, est-ce que vous êtes revenu avec des caméras ? Est-ce qu'il y a une remise en scène derrière ? Parce qu'il y a un côté mise en scène qui est très important dans ce film. Ce n'est pas mise en scène à proprement parler, mais et comme l'image n'est pas retouchée par la suite, on a filmé sur plusieurs jours parce qu'il fallait aussi comprendre ce qu'on était en train de filmer petit à petit, parce qu'au début on est intéressé par le phénomène, puis on remarque que en fait les gens éclairent parce qu'elles veulent voir, mais éclairer c'est aussi produire des ombres, et donc ces ombres vont animer aussi des objets inanimés en leur donnant une nouvelle vie. Et petit à petit, on commence presque à se détacher de la matérialité de ces objets. On va commencer à travailler sur non pas simplement les ombres, mais les réflexions dans les objets, et qui vont nous faire perdre la topographie, la typologie et aussi l'échelle. Oui, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que vous peignez avec les ombres dans cette mise en scène. Mais c'était aussi non, justement, dans cette capture d'une image, il n'y a pas de mise en scène, justement, dans ces témoignages, en fait. Mais on voulait aussi, il faut rappeler que ce musée national donc, est un musée qui est vraiment très mal situé d'une certaine façon, parce qu'il a été pendant les 15 années de guerre, il a été fermé, parce qu'il était sur ce qu'on appelait la ligne verte, et en fait, il a été sujet au pillage. La ligne verte, peut-être la ligne verte, c'est la ligne qui séparait l'est et l'ouest de la ville, et donc une ligne de démarcation. Une ligne de démarcation. Et pendant très longtemps, donc il était dans cet état que vous voyez là, et ça a été assez problématique de préserver pour les conservateurs. Et donc le conservateur, à un moment, s'est dit il faut absolument que pour sauver ces sarcophages que vous avez vus à la fin, qui sont des sarcophages exceptionnels, il les a moulés dans du béton, en fait. Et ils ont passé toutes les années de guerre enfermés dans un autre sarcophage qui les a protégés. Et en fait, ce n'est qu'à la fin de la guerre civile que ces sarcophages sont revenus à la lumière. Donc c'était un peu comme un retour assez étrange vers l'invisible. Le sarcophage dans le sarcophage. Voilà. Et parfois, justement, il y a ces inconnus-là dans des villes où il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de désastres et beaucoup de violences. Souvent, on est obligé de faire autre chose, en fait, de détourner les choses de leur fonction initiale. Ça a été inspirant pour d'autres artistes. Armand a été inspiré par cette idée de trésors cachés. Il a fait des séries d'œuvres qui s'appelaient justement les trésors cachés, où il créait ces coffrets à l'intérieur desquels il mettait des timbres.
Ce sont des œuvres qui, pour nous, réinversent un tout petit peu qu'est-ce qui est important, c'est-à-dire les contenus, le contenant, dans quelle relation ça peut se faire, est-ce que ce qui est précieux, c'est l'œuvre ou sa valeur. Et cette question aussi de la notion même de sarcophage, qui est une sorte de période d'éléments entre deux états, parce que le sarcophage, c'est celui qui mange la chair, c'est celui qui protège aussi d'une temporalité à une autre. On a fait plusieurs œuvres qui s'appellent sarcophage, et pour nous, ça a été aussi une réflexion sur la temporalité. C'est intéressant quand tu reviens sur cette connexion du sarcophage que je ne connais pas, qui mange la chair, tu dis, enfin, le sarcophage. C'est l'étymologie de sarcophage. Qui mange la chair. Voilà. Parce que je fais un lien avec la notion même du musée. Enfin, c'est très intéressant de voir ce musée qui cherche à répondre à sa mission première, qui est donc de pas simplement de montrer des œuvres, mais de les conserver, de les préserver. Et donc pour ça, est obligé de rendre invisibles, invisitables ces collections à un moment donné de l'histoire. Et ça nous amène en fait sur une réflexion qui est très très intéressante sur la notion même de conservation et de collection muséale, dans le sens où on voit bien que le musée, et là je m'appuie sur les idées d'un anthropologue que j'aime beaucoup, Rubio, afin que le musée puisse donner l'impression d'une éternité, d'une collection éternelle, il est obligé de dépendre sous tout un tas de facteurs extérieurs, notamment une climatisation, une hygrométrie, une électricité. Et là, c'est un cas extrêmement intéressant où on voit ce qui se passe lorsque l'un des éléments les plus basiques du musée, c'est-à-dire donner la possibilité de voir ses collections grâce à un éclairage qui soit assez diffus, tombe. Il y a quelque chose de très très intéressant sur la connexion du musée à l'extérieur. Nous, on a beaucoup été forcés de réfléchir quelque part à la fragilité, à la résistance des institutions et des œuvres aussi, puisque on vit dans un pays, peut-être même pas seulement dans un pays, mais aussi dans un monde où ça se réfléchit. Les artistes donnent leurs œuvres en général à des institutions pour qu'elles soient protégées, mais on voit bien que ça devient très compliqué à tous les niveaux, et parfois même pour des raisons de sécurité. Donc on a cette fragilité et cette résistance, nous, on y réfléchit énormément aussi. C'est aussi cette idée que tu dois préserver quelque part aussi un axe temporel, c'est-à-dire que un musée, c'est aussi un endroit où tu vas aller dans un présent vers des œuvres du passé, mais il faut aussi qu'elles puissent réunir, qu'elles puissent t'amener à réfléchir l'avenir, le jour d'après, comme disait Jeanne. Donc en fait, c'est aussi dans cette réflexion-là, nous on a beaucoup travaillé là-dessus, mais quand tu viens d'un pays comme le Liban, c'est vrai que tu te poses énormément la question de ce que tu peux faire et comment tu peux, après le désastre, te réinventer. Qu'est-ce qui se passe après une catastrophe, en fait? Et c'est des choses qui sont en continu, puisque l'inattendu, c'est notre lot, d'une certaine façon. Et nous, on a beaucoup travaillé aussi sur, pas seulement le musée en tant que lieu, mais aussi l'archéologie, parce que dans des pays comme ça, l'archéologie, elle est très présente. Mais au-delà de l'archéologie en tant que trésor, qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds, en fait? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ce qu'il y a sous nos pieds? Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour affronter ce qu'on est en train de vivre? On a beaucoup récupéré avec Khalil des carottages, par exemple, archéologiques et géologiques, qu'on a transformés en faisant des sculptures pour essayer de comprendre quelle est la stratification du temps, comment les villes sont faites et comment il y a aussi un palimpseste assez vertigineux de cycles qui sont des cycles de catastrophes, mais aussi de régénération. Et je pense que ça, il faut toujours qu'on se le dise aussi, qu'il y a souvent dans ces ruptures des temps de régénération. Peut-être que vous voulez dire 2-3 mots justement sur cette histoire qui est sous nos pieds, la manière dont vous travaillez avec elle. Alors ce qui nous a intéressé, c'est justement d'essayer de réfléchir à les conditions de la continuité dans un monde fait de rupture. Donc ce projet fait partie s'appelle Unconformity, discordance, pour reprendre le terme que tu avais utilisé. C'est-à-dire, c'est un hiatus, c'est une rupture temporelle qui s'est passée pour un événement, quel qu'il soit. On ne sait pas forcément quel est cet événement, mais il peut être aussi bien naturel qu'anthropique. Ça peut être tout simple. Alors, on a toujours imaginé, on est dans une ville où on a
Il y a beaucoup d'histoires sous nos beaucoup pieds. d'histoires. Et on imagine Ici. toujours que la sédimentation est le plus ancien est en bas et le plus récent en haut. Et en fait, il suffit de penser qu'il suffit de creuser une fois pour avoir inversé cette chronologie. Ces chronologies, en étant inversées, en fait, elles donnent lieu à des palimpsestes. Souvent, elles sont réutilisées, souvent, elles sont revues. Et donc, on analyse à ce moment-là les actions plutôt que la chronologie qui vont se faire. Donc tout notre travail par rapport à l'archéologie a été d'essayer de comprendre ces différentes actions. Bien sûr, les Mais archéologues... des actions de qui, du coup? Alors, les actions aussi bien humaines qu'inhumaines, elles Qui peuvent être vont avoir des géologiques, un traces glissement dans de les terrain. strates géologiques. Ça peut être un glissement de terrain, ça peut être un tremblement de terre, un mouvement tectonique, un tsunami. Et de comprendre aussi, parce que nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est un peu des fragments d'histoire, en fait, pour essayer d'avancer, de rétablir quelque part une possibilité d'avenir. Et en fait, on se rend compte que pour comprendre l'histoire, il faut quelque part, il y a une question d'échelle qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'en même temps, on a besoin du plan d'ensemble et du plan fixe, du plan serré, du macro et du micro. Et tout ça, en fait, on a essayé de comprendre aussi comment, aujourd'hui, on travaille avec des éléments que l'œil humain ne peut pas avoir tout seul. Donc, on a besoin du drone et du microscope. Et quelque part, on revient un peu au musée. On a besoin, l'œil humain, c'est un peu le début du fantastique, quelque part. Et justement, parce que tu parles du fantastique, vous avez un rapport à la fiction qui est très intéressant, notamment dans les œuvres qu'on voyait un peu plus tôt, des carottages dans la résine, dans le sens où, ça je parle de mémoire, mais il me semble que ce ne sont pas des carottages exacts du tout. Vous mélangez les strates de plusieurs villes ensemble. Vous Non, mélangez c'est pas les histoires. traces de plusieurs villes, non. En fait, c'est dans un carottage, on ne peut pas sortir les Peut-être éléments. juste l'image de... Oui, on peut revenir à ça. On ne peut pas revenir dans un carottage, on ne trouve pas tous les éléments. Donc nous, on récupère par exemple les carottages sur un terrain où on sait qu'il va y avoir un travail de développement urbain. Donc il va y avoir une dizaine de carottages, on récupère l'ensemble et à partir de ça, on vient de le faire par exemple à Notre-Dame de Paris. Comme il y avait des travaux de restauration, nous avons récupéré les carottages, puis avec l'aide des archéologues, ils vont nous étudier ce qu'il y a dedans et on va faire des réductions temporelles et historiques. C'est-à-dire qu'un carottage fait 40-50 mètres de long, il y en a 50, et on ne peut pas trouver dans une carotte de 10 cm les éléments de l'histoire. C'est les roches d'un film, en fait. Il faut y penser comme ça. C'est comme des roches, et nous, on les récupère, mais on ne comprend rien personnellement. On a besoin du savoir des autres, donc on amène des archéologues, des géologues qui veulent bien nous prêter leur savoir, et c'est eux qui deviennent les monteurs de ces carottages et qui nous aident à les retravailler. C'est très beau, c'est presque un lapsus. Tu dis les rushs d'un film et j'ai entendu les roches d'un film. Mais c'est vraiment la manière dont le rush dans le sol devient Oui, la roche c'est dans le l'histoire film. racontée par les pierres, en fait, et par la terre. Nous avons besoin des yeux des autres parce que nous ne voyons rien. C'est-à-dire quand les éléments sortent dans les carottes ou même avec les archéologues, je ne vois rien. Et tout d'un coup, ils viennent me dire, mais ça, non, ça a été touché par la main de l'homme et moi, je vois rien. Ou c'est un os même, et moi, j'y vois un morceau de pierre. C'est-à-dire que la délimitation, les contextes permettent, on avait une réflexion tout à l'heure sur les conditions de visibilité. Ici, il y a des latences qui, dans certains contextes, vont réapparaître et gagner un savoir. Bon, c'est magnifique. Et peut-être pour conclure, c'est quelque chose que j'ai compris en revoyant le film encore une fois et en mettant en lien avec cette histoire des sarcophages, c'est que le moment où ces sarcophages sont coulés dans le béton, c'est parce qu'il y a une méfiance de ce qui peut leur être fait. Alors que quand on voit cette situation dans laquelle on est dans Beyrouth, il n'y a plus d'électricité, et pourtant les gens continuent avec leurs lampes torches à aller admirer ces vestiges qui sont bouleversants de beauté, on est dans une relation, ça donne confiance dans ces visiteurs et dans leur foi à apprécier ces œuvres. Et ça, je trouve que c'est un témoignage assez magnifique de passer de cette méfiance à la confiance de celui qui vient à l'intérieur
de ce musée. Je sais qu'on dépasse notre temps, on n'a plus que 40. Mais ça, c'est un projet que toi, tu connais bien, qui résume un tout petit peu cette question. C'est en fait un camp qui était dans la banlieue de la deuxième plus grande ville du Liban, qui s'appelle Tripoli. C'était un camp palestinien qui était ouvert à peu près en 1947, une extraterritorialité, où il va y avoir, qui va être infiltré par une armée. Cette armée, par un groupe djihadiste salafiste, qui va rentrer en guerre avec l'armée. L'armée va le détruire complètement. Donc voilà, ça c'est en 2007. Et ils ne peuvent pas le reconstruire. Et ils viennent ramener des bulldozers pour pousser tous les remblais. Et à ce moment-là, on découvre... Oui, ils vont découvrir en fait des restes archéologiques, des colonnes, et ils vont appeler les archéologues. Et les archéologues vont se rendre compte qu'il y a une ville en dessous qui s'appelle Orthosia, une ville romaine qui était cherchée pendant très longtemps, qui a été ensevelie par un tsunami en 551. Et là, il va y avoir une question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit le camp? Est-ce qu'on peut montrer cette ville finalement et l'amener en fait à la lumière? Bon, il y aura beaucoup de conversations, de discussions. Finalement, ils vont envelopper la ville, ils vont la recouvrir et ils vont mettre une dalle de béton sur laquelle ils vont construire le camp. Mais ce qu'on voulait en fait partager là avec vous, c'est que les archéologues, pendant qu'ils font ça, ils vont laisser des messages aux archéologues du futur pour leur expliquer, pour leur laisser des traces de tout ça, pour leur expliquer la perturbation qui a été faite ici. Et moi, je trouve que c'est un très bel exemple de la continuité qu'on a besoin. Parce que tout est... Aujourd'hui, moi, ce que je vois, ce que je ressens quand on est là, c'est cette histoire de transmission, de continuité, comme dans le musée, qui est dans le noir, comme dans les questions qu'on adresse à cet inconnu depuis 2 jours. Et ces messages-là, dont vous voyez mis dans un petit sachet de plastique et qui devrait résister au moment 400 où et 800 ans. on ne sait pas, un jour, le camp ne sera plus là, le Orthosia sera déterré de nouveau et le message sera trouvé. Je crois que c'est très très beau de conclure sur ces balises qu'on peut laisser dans le présent afin qu'elles soient déchiffrées dans un futur lointain. Merci Bouteille à la beaucoup, mer. Khalil et Johanna. Merci. On a pris un petit peu de retard, donc on peut poser peut-être une question s'il y en a. Question, c'est vrai. Une question. Et s'il n'y a pas de question, on va donc enchaîner. Merci beaucoup. Merci encore.